Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le troisième chapitre de notre cours, le Moyen-Âge, le dogmatisme occidental et l'effort de la traduction vers l'Orient musulman. La période du Moyen-Âge est une période de l'histoire de l'Europe s'étendant de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle, qui débute avec le déclin de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance et les grandes découvertes. Cette période a subdivisé en trois petites périodes, le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Moyen-Âge tardif. Je vais vous commencer par un peu d'historique. L'Empire romain atteignait son extension territoriale maximale au IIe siècle, mais il perdit progressivement le contrôle de ses territoires frontaliers durant les 2 siècles qui suivent. Les problèmes économiques et les pressions d'extérieur provoquèrent une grave crise politique au cours du IIIe siècle, durant laquelle les empereurs accèdent au pouvoir par la force et ont été rapidement chassés. La situation politique restait instable tout au long du IVe siècle. Une autre évolution aussi importante de cette période fut la conversion de l'Empire au christianisme qui devient une religion officielle en 381. Donc cette christianisation ne se fit pas bien sûr sans difficulté et fut marquée par de nombreuses persécutions et l'opposition entre les différents courants théologiques. L'expression de Moyen-Âge apparut pour la première fois en latin en 1469 sous la forme de media tempesta, c'est-à-dire saison intermédiaire. Cette époque, donc la date la plus communément admise pour le point de départ du Moyen-Âge est l'année 476, quand le dernier empereur romain d'Occident fut déposé. Et la fin du Moyen-Âge est généralement située à la fin du 15e siècle. En Occident, donc il y a peu à dire vraiment sur les différentes sciences biologiques et médicales en Occident avant le renouveau venu de la traduction des textes arabes, c'est-à-dire grâce aux savants arabo-musulmans. Ces siècles sont aussi une période d'expansion économique, les forêts, c'est-à-dire sont défrichées, le commerce et les villes se développent. C'est auprès de cathédrales qu'apparaissent les premières universités. Par exemple à Pologne, à Paris, à Oxford, mais aussi au sud de l'Italie et à Montpellier. Cette époque en Occident a été aussi caractérisée par une évolution religieuse très marquée et une influence prépondérante de l'Église pendant 10 siècles. Les rares auteurs ayant contribué à la biologie sont ceux qui échappent à la scolastique et notamment à la didacture d'Aristote et qui sont par exemple Albert le Grand et Frédéric Hohenstaufen. Je vais vous commencer par Albert le Grand. Donc c'est un Allemand, c'est un chercheur, c'est-à-dire qui a travaillé sur les animaux. Il a créé l'ouvrage De Animalibus. Dans cet ouvrage, donc, qui est consacré à l'étude de l'anatomie de certains animaux et à la comparaison entre l'anatomie humaine et celle des animaux. Le deuxième, Hohenstaufen, donc c'est un roi de Sicile, c'est un ornithologiste, donc il a travaillé sur les oiseaux, sur la morphologie, la physiologie, donc de diverses espèces d'oiseaux. Maintenant, le Moyen-Âge en Orient, c'est-à-dire la civilisation musulmane. La première entreprise de reconstitution systématique du savoir antique prend la place à Bagdad. L'expansion arabo-musulmane s'accompagne d'une unification politique mais aussi linguistique, d'un développement par exemple aussi du commerce et de centres urbains actifs. Le Moyen-Âge vit l'apogée de la civilisation islamique. De nombreux savants arabes ont laissé un très important apport en biologie mais aussi en médecine. Par exemple, Al-Razi, Avicenne, Ibn Sina, Abul Kaziz et Avenzoar, Ibn Azouair. Je vais vous commencer par Abu Bakr Mohammed Ibn Zakaria Al-Razi, plus connu sous le nom de Al-Razi. Donc c'est un savant pluridisciplinaire iranien qui a fait d'importantes contributions à la médecine, à la chimie et à la physiologie.
philosophie. Il aurait isolé l'acide sulfurique et l'éthanol et il fut parmi les premiers à apprendre l'utilisation médicale. S'agissant de la pratique médicale, il a vigoureusement défendu la démarche scientifique dans le diagnostic et la thérapeutique et a largement influencé la conception de l'organisation hospitalière en lien bien sûr avec la formation des futurs médecins. Maintenant, Avicenne ou bien Ibn Sina. Ibn Sina, donc, avant même d'être un homme politique, donc c'est un médecin remarquablement doué. Il a travaillé sur le corps humain et a pratiqué la dissection pour pénétrer les secrets du corps humain. Donc son apport en médecine est fondé avant tout sur ses propres observations, sur son expérience directe, mais aussi sur une utilisation rigoureuse de la logique. Sa carrière et ses écrits s'inscrivent dans un âge d'or culturel de l'islam. Son œuvre majeure aussi reste le canon de médecine, Kitab al-Qanoun fi at-Tibb. Le deuxième, c'est Ibn Nafis, donc plus connu sous le nom de Ibn Nafis. C'est un médecin et philosophe arabe qui exerça et enseigna dans les hôpitaux de Damas et du Caire. Donc, c'est le premier à décrire avec exactitude la petite circulation sanguine ou bien la circulation pulmonaire. Le plus volumineux de ses livres est Ash-Shamil fi at-Tibb. Donc, ce sont des commentaires sur l'anatomie du canon de la médecine d'Ibn Sina. Avant Zouher, ou bien Ibn Zuhayr. Donc c'est un philosophe, un théologien, un juriste, mais aussi un médecin musulman andalou. Globalement, les apports biologiques des musulmans concernant dans cette époque, donc en particulier la réalisation des plus anciens schémas anatomiques de l'œil grâce à Hunayn ibn Ishaq, Ibn Ishaq, donc la découverte de la petite circulation pulmonaire grâce à Ibn Nafis, qui sera précisé plus tard par Michel Servet. On va voir ça dans les cours après. Donc d'importantes innovations en pharmacologie végétale, c'est-à-dire l'utilisation de certains types de plantes médicinales, la traduction des écrits biologiques du grec en latin par les savants musulmans et par les juifs. Autre caractéristique du siècle, la construction des hôpitaux donc, représente sans doute l'apport le plus important de la civilisation arabo-musulmane. Le premier hôpital fut construit à Bagdad, mais après donc à Damas, au Caire et à Qirwan. La médecine maintenant dans la civilisation islamique médiévale. L'anesthésie par exemple, pratiquée dans l'Antiquité par l'injection d'opium, de mandragore ou de diverses autres substances donnant une envie de dormir. Donc ils ont c'est-à-dire travailler l'anesthésie plutôt. La dissection était également pratiquée, c'est ainsi que des aspects anatomiques incompris des médecins grecs anciens sont découvertes. Sachant que pour les civilisations musulmanes, la dissection humaine au début a été interdite, puis donc tolérée pour certains scientifiques bénéficiant de la protection par exemple de princes et de califes. La traduction des textes latins et grecs fut encouragée et les savants venaient à Bagdad et de toutes les régions de l'Empire. Un manuscrit arabe daté de 1200, intitulé par exemple Anatomie de l'œil, écrit par Al-Muqtadir. L'âge d'or de la civilisation islamique a atteint un niveau élevé de connaissances médicales, car les médecins musulmans ont contribué de manière significative au développement de la discipline, y compris par exemple anatomie, chirurgie, ophtalmologie, physiologie et même pharmacologie et pharmacie. Les Arabes ont développé des pratiques médicales grecques et romaines, c'est-à-dire les anciennes civilisations. Par exemple, Al-Kindi a écrit de Gradibus, dans lequel il décrivait l'application des mathématiques
au domaine de la pharmacologie. Al-Razi, de sa part, donc, il a écrit deux grands ouvrages. Le premier, c'est Traité de médecine, dans lequel il décrit donc la rougeole et la variole, et doute sur Galien, dans lequel aussi il a prouvé la fausseté de la théorie des quatre éléments d'Aristote et la théorie des humeurs en utilisant une méthode expérimentale. Abulcaziz, de sa part, qui est considéré comme le père de la chirurgie moderne, donc il a utilisé de nombreux instruments chirurgicaux. Par exemple, les catgottes, les pinces, les aiguilles, les scalpels, etc. Avicenne ou bien Ibn Sina, considéré comme le père de la médecine moderne, donc il a découvert la nature contagieuse de certaines maladies infectieuses. Aussi, il a introduit la quarantaine pour limiter la propagation de ce type de maladie. Les premières descriptions des bactéries et des organismes ont été faites à travers cette chercheur. Donc la découverte aussi de la nature contagieuse de la tuberculose aussi. En 1021, Ibn al-Haytham donc a étudié pour la première fois le processus de la perception visuelle dans son traité d'optique. De sa part, donc, les Juifs ont aussi contribué au développement des sciences biologiques, par exemple à travers la dénomination des plantes et des animaux dans un extrait de Talmud, c'est une encyclopédie religieuse juive, et dans un traité sur les poisons dans lequel ils ont décrit les plantes vénéneuses et les animaux vénéneux. Avec cette contribution, on termine notre cours. Merci pour votre attention.